Avez-vous déjà ressenti qu'une simple photographie ancienne pouvait bouleverser tout ce que l'on croyait savoir sur sa propre famille? En 1962, dans une petite ferme de Charente, un homme de 30 ans a retrouvé une image oubliée dans un grenier. Une image prise en 1932, l'année de sa naissance. Sur cette photo, tout semblait ordinaire. Un couple posant fièrement devant leur maison, un cheval attelé, des sacs de grains. Sauf un détail à droite du cadre. Un domestique tenant un bébé dans ses bras, avec un regard d'une tendresse si intense qu'il ne ressemblait à rien de ce qu'on voyait d'habitude dans ses portraits de campagne. Pendant 30 ans, personne n'avait posé la moindre question. Mais ce que cet homme allait découvrir derrière ce regard, ce qu'il allait apprendre sur sa propre histoire, allait bouleverser toute une famille. Aujourd'hui, je vais vous révéler chaque étape de ce récit dramatique inspiré de réalités que beaucoup reconnaîtront. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à aimer cette vidéo et à me dire de quelle ville vous regardez. Cela nous aide énormément à faire connaître ces histoires dramisées qui portent des messages forts sur la vie, sur les liens familiaux et sur les secrets qui façonnent parfois notre destin. Merci de faire partie de ce voyage. Il y a des photographies qui gardent des secrets pendant des décennies. Celle-ci en gardait un depuis 30 ans, et quand Paul-Louis Montfort la retrouva au fondé, un tiroir poussiéreux, dans le grenier de la vieille ferme familiale, il ne savait pas encore que cette image allait changer tout ce qu'il croyait savoir sur lui-même. Était l'automne 1962. Paul-Louis avait 30 ans, les mains calleuses d'un ébéniste respectent, et il était revenu dans cette maison de pierre pour aider à vider le grenier, après la mort de Marguerite, celle qu'il avait toujours appelée maman. La poussière dansait dans les rayons de lumière filtrant par la lucarne. Des malles anciennes, des vêtements de baptême jaunis, des outils de ferme oubli. Et puis, au fondait une commode vermoulue, une enveloppe. À elle, intérieure, une photographie en noir et blanc aux bords irréguliers. Datée de 1932, l'année de sa naissance. Paul-Louis la retourna et son cœur s'arrêta. Au centre de l'image, Henri et Marguerite Montfort, ses parents, posent devant leur maison de la Charente, vêtus de leurs habits du dimanche. Derrière eux, l'étable de pierre calcaire, des sacs de grains en pile, un cheval attelle au char à foin. Mais ce n'est pas cela qui figea Paul-Louis. C'est le détail à droite de l'image. Un homme jeune, en chemise simple et pantalon use, tenant un bébé dans ses bras. Cet homme, était Baptiste Reynaud, le domestique de la ferme. Et ce bébé, était lui. Paul-Louis approcha la photographie de la lumière. Henri et Marguerite regardaient à l'objectif avec ce sourire fige des portraits de l'époque. Mais Baptiste, lui, ne regardait pas l'appareil. Il regardait le bébé. Avec une tendresse si intense, si douloureuse, qu'on aurait dit un homme contemplant la chose la plus précieuse du monde. Pourquoi était-il dans les bras du domestique et non dans ceux de sa mère? Cette question, Paul-Louis avait porté toute sa vie sans jamais oser la formuler. Depuis l'enfance, il avait senti quelque chose d'étrange, comme une fissure invisible dans le mur de sa famille. Les regards furtifs entre les adultes quand il entrait dans une pièce. Les silences qui tombaient quand il posait des questions sur sa naissance. Les commentaires des voisins à la sortie de la messe, car dans les villages de Charente des années 30, tout le monde se connaissait, et tout le monde parlait. Ce garcon n'a pas le nez des Montfort, disait-on. Bizarre, ce bébé arrive si tard, ajoutait-on. Marguerite passe la quarantaine, comment est-ce possible? Paul-Louis avait grandi avec ces murmures. À 12 ans, il passait des heures à regarder son reflet dans l'eau du puits, cherchant sur son visage un trait, un seul, qui le rattacherait à Henri ou à Marguerite. Il n'en trouvait aucun. À l'école du village, les autres enfants avaient des histoires de naissance. Maman dit que je suis né pendant la grande tempête de neige, ou papa raconte qu'il a couru chercher la sage-femme à minuit. Lui n'avait rien. Quand il demandait, Marguerite détournait le regard et murmurait quelque chose sur un hiver difficile. Un miracle, mon petit. Et puis, il y avait Baptiste. Baptiste Reynaud était arrivé à la ferme des Montfort en 1925, à l'âge de 20 ans. Un gars solide du Périgord voisin, embauche pour occuper des chevaux et des travaux des champs. À l'époque, dans les petites propriétés rurales du sud-ouest de la France,
Il était courant d'avoir un ou deux domestiques résidant sur place. Ils logeaient dans des chambres séparées, près de l'étable, ou dans les annexes de la maison principale. Baptiste dormait au-dessus de l'écurie, dans une pièce étroite qui sentait le foin et le cuir. Pour le jeune Paul-Louis, Baptiste avait toujours été une présence particulière. C'est lui qui lui avait appris à lasser ses chaussures, à reconnaître le chant des oiseaux, à écouter le bruit de la pluie sur les tuiles pour savoir si le toit avait besoin de réparation. C'est lui qui l'emmenait pêcher à la rivière les dimanches après-midi, qui lui montrait les étoiles les soirs d'été, qui lui apprenait à siffler comme les merles. Mais cette affection venait toujours accompagnée d'une distance étrange. Devant Henri, Baptiste appelait le garcon petit monsieur ou simplement le petit. Quand ils étaient seuls, il lui échappait parfois un mon gars murmure, presque coupable, aussitôt ravale. Et certaines nuits, quand le vent soufflait dans la bonne direction, Paul-Louis entendait des sanglots venir de l'écurie. Un jour, il avait 7 ans. Il était tombe du vieux cheval de trait. Baptiste avait couru vers lui en criant quelque chose qui ressemblait à mon fils, avant de se reprendre aussitôt. Mon Dieu, le petit est tombe. Henri, qui observait depuis la grange, avait fixé Baptiste avec une durette que Paul-Louis N avait jamais oubliée. Maintenant, à 30 ans, tenant cette photographie dans ses mains tremblantes, Paul-Louis comprenait enfin ce que son cœur avait toujours su. Il y avait un secret dans cette maison, un secret que tout le monde connaissait sauf lui. Et cette image, figée depuis 3 décennies, contenait la réponse. Henri était encore vivant, malade, affaibli par ses 80 ans. Et Odile, la fille des Montfort, était revenue à la ferme depuis la mort de son mari 4 ans plus tôt. Elle avait la 50aine, les cheveux grisonnants et des yeux qui semblaient toujours sur le point de pleurer. Paul-Louis descendit du grenier, la photographie serrée contre sa poitrine. Ce soir, il poserait enfin la question que personne N avait jamais osé formuler. Ce soir, le silence de 30 ans allait se briser. Pour comprendre ce qui est et passe dans cette ferme, il faut remonter à l'année 1931, quand la France rurale vivait encore selon des règles que personne N osait contester. Les Montfort étaient une famille respectable de la Charente, pas riche mais propriétaire, 25 hectares de bleu, de seigle et quelques vignes. Une maison de pierre calcaire avec des volets bleus, un étable solide, 2 chevaux de trait de race percheron. Henri Montfort, né en 1882, dirigeait la ferme avec elle l'autorité silencieuse des patriarches de son temps. Marguerite, son épouse, tenait la maison, et S occupait du potager. Ils avaient une fille unique, Odile, née en 1910. À 21 ans, Odile était ce qu'on appelait alors une belle fille. Pas le genre de beauté qui fait tourner les têtes, mais quelque chose de plus profond, une douceur dans le regard, une grâce dans les gestes. Elle travaillait au champ avec son père, elle s'occupait des poules, aidait sa mère à la cuisine. Dans les familles de propriétaires ruraux, les filles étaient élevées pour faire de bons mariages, consolider des terres, perpétuer des noms. Odile savait que son père lui trouverait un époux convenable quand le moment viendrait. Mais le cœur ne suit pas les plans des pères. Baptiste Reynaud travaillait à la ferme depuis 6 ans. Il avait 26 ans en 1931, les épaules larges, les mains abîmées par le travail et une gentillesse naturelle que même Henri ne pouvait nier. C était un bon domestique, travailleur, honnête, discret. Il savait sa place. Dans la hiérarchie rigide qui séparait les gens de maison des domestiques, Baptiste n'aurait jamais dû lever les yeux vers la fille des patrons. Mais comment empêcher 2 jeunes gens de se regarder quand ils travaillent côte à côte du matin au soir? Cela avait commencé par des riens. Un sourire échange par-dessus les bottes de foin. Une main qui s'attarde en passant un outil. Des conversations voix basse près de elle abreuvoir des chevaux. Baptiste faisait rire Odile avec ses histoires du Périgord. Et Odile sentait son cœur battre plus vite quand elle le voyait rentrer des champs au crépuscule. Les domestiques de l'époque N avaient pas le droit de courtiser les filles de leurs employeurs. C était une règle non écrite mais absolue. Un domestique qui s'oubliait risquait le renvoi immédiat, sans référence, condamne à errer de ferme en ferme comme un pestifère. Et pour une fille de propriétaire,
Être vu avec un domestique, C était la honte, la réputation ruinée, le mariage compromis. Mais l'amour se moque des règles. Un soir de juin 1931, alors que la famille était partie aux marches d'Angoulême, Odile et Baptiste se retrouvèrent seuls à la ferme. Ce qui se passa cette nuit-là dans la grange, à l'ombre des bottes de foin, changea le destin de 4 personnes pour toujours. Automne arriva, et avec lui, la certitude que Odile portait un enfant. Elle le sut avant même que son corps ne change. Cette fatigue nouvelle, ces nausées au petit matin, ce vertige qui la prenait en étendant le linge. Pendant des semaines, elle garda le secret, terrifiée. Baptiste, quand elle lui dit, devint blanc comme les draps qu'elle lavait à la rivière. Il voulait l'épouser. Il voulait partir avec elle, trouver du travail ailleurs, recommencer une vie loin des regards et des jugements. Mais Odile connaissait son père. Henri Montfort N était pas un homme méchant. Mais C était un homme de son temps. Pour lui, l'honneur de la famille passait avant tout. Le nom des Montfort, ces 25 hectares transmis de génération en génération, cette réputation bâtie sur des décennies de travail honnête. Une fille enceinte un domestique, C était la honte suprême. Les gens jasent, disait-on dans les villages. Et quand les gens jasaient, C était la mort sociale. La vérité éclata en novembre quand Marguerite remarqua les vêtements qui serraient au ventre de sa fille. Henri ne cria pas. Sa colère était froide, silencieuse, bien plus terrifiante que des hurlements. Il convoqua Baptiste dans la cuisine et le regarda comme on regarde un chien qui a souillé le salon. « Tu attouches ma fille. » Ce « n'était pas une question. Baptiste, la tête basse, ne nia pas. « J'y aime Odile, monsieur. Je veux elle épouser. » Henri rit. Un rire sec, sans joie. Un domestique épousait ma fille. « Tu perds la tête, mon garcon. Tu seras dehors demain sans un sou et sans recommandation. Essaie de trouver du travail après K. » C'est Marguerite qui trouva la solution. Pas par bonté, mais par pragmatisme. Renvoyer Baptiste ne résoudrait rien. Le bébé viendrait qu'en mime et les voisins compteraient les mois. Il fallait sauver les apparences. Dans cette France rurale des années 30, était possible. On envoyait Odile chez une tante éloignée pour soi-disant soigner ses nerfs. Le bébé naîtrait là-bas, loin des regards. Et ensuite, on le ramènerait à la ferme comme un enfant adopte ou comme le miracle tardif d'un couple vieillissant. Marguerite avait 46 ans. Personne ne croirait vraiment à une grossesse tardive. Mais dans les villages, on avait l'art de croire ce qu'il fallait croire. Et Baptiste, il resterait. Parce que le renvoyer maintenant attirerait l'attention. Parce qu'un bon domestique était difficile à remplacer. Et parce que Henri voulait le garder sous ses yeux, le punir chaque jour par le spectacle de ce qu'il ne pourrait jamais avoir. En janvier 1932, Odile fut envoyée à Périgueux, chez une cousine éloignée. Elle y accoucha seule, dans une chambre froide, assistée par une sage-femme qui ne posa pas de questions. Le bébé, un garcon aux yeux sombres, fut ramené à la ferme 2 semaines plus tard. Henri le déclara à la mairie comme son propre fils, Paul-Louis Montfort. Et Odile, elle ne revint pas. Henri lui avait trouvé un mari, Fernand Lacoste, commerçant de tissus à Périgueux. Un homme correct, ni jeune ni vieux, qui cherchait une épouse et ne posait pas trop de questions. Le mariage fut célèbre en mars 1932. Odile quitta sa vie dès avant, son amour et son enfant. Baptiste resta, parce que partir aurait signifié ne plus jamais voir son fils. Les années passèrent dans cette ferme de Charente. Et avec elle, une routine de silence s'installa. Paul-Louis grandit comme tous les enfants de la campagne francaise des années 30. Il apprit à marcher entre les poules du poulailler, à reconnaître l'odeur de la pluie avant qu'elle ne tombe, à se tenir droit à la messe du dimanche, pendant que le cure parlait de pêche et de rédemption. Henri n'était pas cruel avec lui, mais il n'était pas tendre non plus. Il y avait toujours une distance, une raideur dans ses gestes quand il s'adressait au garcon. Les étreintes étaient formelles, les félicitations rares. Paul-Louis sentait, sans pouvoir l'expliquer, qu'il était un devoir plus qu'une joie pour cet homme qu'il appelait papa. Marguerite était plus douce. Elle lui cousait des vêtements avec soin, lui apprenait à lire le soir près du feu, le défendait quand Henri était trop sévère. Mais même dans ses yeux à elle,
Paul-Louis percevait quelque chose de trouble. Une hésitation, comme si elle avait peur de trop s'attacher. Et puis il y avait Baptiste. Le domestique occupait une place étrange dans la maison. Il mangeait seul, après la famille, dans un coin de la cuisine. Il dormait dans sa chambre au-dessus de l'écurie. Il ne s'asseyait jamais dans le salon, ne partageait jamais les repas du dimanche. Mais il était là, toujours, silhouette familière qui nourrissait les chevaux à l'aube et reparait les clôtures jusqu'à la tombée de la nuit. Ce que Paul-Louis ne comprenait pas, c'est pourquoi cet homme le regardait, comme il le regardait. Baptiste avait une façon de le contempler quand il pensait que personne ne le voyait, un mélange de fierté et de douleur, comme un homme qui observe un trésor qu'il ne peut pas toucher. Quand Paul-Louis tombait et s'écorchait le genou, c'était Baptiste qui accourait le premier, le visage blême d'inquiétude, avant de se reprendre et de laisser Marguerite prendre le relais. Les moments les plus heureux de l'enfance de Paul-Louis, il les passa avec Baptiste. Le dimanche après-midi, quand Henri faisait la sieste et que Marguerite rendait visite aux voisines, Baptiste emmenait le garcon à la rivière. Il pêchait des ablettes avec des lignes de fortune, assis sur les rochers chauds, les pieds dans l'eau fraîche. Baptiste lui apprenait les noms des poissons, des arbres, des oiseaux. Il lui montrait comment tailler une branche pour en faire un sifflet, comment lire les traces des animaux dans la boue. Ces heures-là, Baptiste oubliait parfois d'être prudent. « Mon gars, disait-il, regarde comme tu as bien l'anse. Ou viens là, mon gars, je vais te montrer. » Et Paul-Louis sentait quelque chose de chaud se rependre dans sa poitrine, sans savoir pourquoi ces mots simples le rendaient si heureux. Une fois, il devait avoir 8 ans. Il demanda à Baptiste pourquoi il n'avait pas de famille à lui. Le domestique resta silencieux un long moment, le regard perdu sur la rivière. Puis il répondit, d'une voix étranglée. « J'y ai une famille, même si elle ne le sait pas. » Paul-Louis ne comprit pas ce que cela signifiait. Il rangea ces mots dans un coin de sa mémoire, avec toutes les autres choses étranges de sa vie. Il y avait aussi les visites d'Odile. 2 ou 3 fois par an, la fille des Montfort revenait à la ferme. Elle arrivait en voiture avec son mari Fernand, un homme sec et silencieux qui passait son temps à lire le journal dans le salon. Odile, elle, ne tenait pas en place. Elle tournait autour de Paul-Louis comme une abeille autour d'une fleur, lui posant des questions sur l'école, sur ses jeux, sur ses rêves. Elle trouvait 1000 prétextes pour le toucher, rajuster sa chemise, recoiffer ses cheveux. Paul-Louis aimait bien Odile, même s'il ne comprenait pas pourquoi elle le regardait avec ses yeux humides. « C'est ma grande sœur, pensait-il. Elle doit m'aimer beaucoup. » Un jour, il avait 14 ans, il surprit une conversation qu'il n'aurait pas dû entendre. C'était un après-midi d'août. La chaleur écrasait la campagne. Paul-Louis s'était caché dans le cellier pour échapper aux corvées, et il somnolait entre les jarres de cornichons quand des voix lui parvinrent depuis la cuisine voisine. « Il a ton regard, Baptiste. » C'était la voix d'Odile, à peine un murmure. Un silence suivit si lourd que Paul-Louis retint son souffle. « Ne dis pas qu'à Odile. »« Pas ici. » La voix de Baptiste tremblait. « Comment veux-tu que je me taise? Chaque fois que je le vois, je vois ton visage. Tes yeux. Ta façon de pencher la tête quand tu réfléchis. C'est une torture, Baptiste. Une torture de venir ici et de ne pas pouvoir lui dire. Il ne doit jamais savoir. C'est mieux pour lui. Mieux pour lui? Il grandit sans savoir qui il est. Il me regarde comme une étrangère. Il appelle Monsieur Baptiste. Comment est-ce mieux? Des pas approchèrent, et les voix se turent. Paul-Louis resta fige dans le cellier, le cœur battant si fort qu'il craignait qu'on l'entende. Il a ton regard. Ces mots tournèrent dans sa tête pendant des jours, des semaines, des années. À partir de ce moment, Paul-Louis commença à observer. Il remarqua la façon dont Baptiste évitait de croiser le regard d'Odile quand ils étaient dans la même pièce. Il nota les tensions entre Henri et le domestique, ces remarques coupantes que le patron lançait sans raison apparente. Il vit les larmes que Marguerite essuyait furtivement quand elle pensait être seule. Mais il ne posa jamais la question, parce que quelque chose lui disait que la réponse changerait tout.
et parce qu'une partie de lui avait peur de perdre le peu qu'il avait. Baptiste mourut en 1955, année des 23 ans de Paul Louis. Était un matin de février, froid et gris. On le trouva dans sa chambre au-dessus de l'écurie, paisible comme endormi. Le médecin parla d'un cœur fatigue. Il avait 50 ans, et il avait passé les 30 dernières années à travailler sans relâche, à dormir sur une paillasse, à manger les restes de la table des patrons, à vivre à côte de son fils sans jamais pouvoir le nommer. Paul Louis pleura comme il n'avait jamais pleuré. Une douleur inexplicable, disproportionnée pour un simple domestique. Henri le regarda avec un mélange de mépris et de culpabilité. Marguerite lui prit la main sans rien dire. On enterra Baptiste dans le coin le plus modeste du cimetière communal. Une croix de bois sans nom, juste la date. Paul Louis fut le seul à rester après que les autres furent partis, debout devant cette tombe anonyme, sans comprendre pourquoi son cœur était si lourd. Il quitta la ferme peu après. Il s'installa à Angoulême, apprit le métier d'ébéniste, se construisit une vie loin des silences et des regards. Il revenait parfois, pour Noël ou pour les moissons. Mais chaque visite lui laissait un goût amer. Quelque chose n'allait pas dans cette famille. Quelque chose qu'il ne parvenait pas à nommer. Et puis Marguerite mourut, en 1961. Et Paul Louis revint pour vider le grenier. Le soir tombait sur la ferme des Montfort. Une lumière dorée dès automne baignait la cour où les poules picoraient les dernières graines du jour. Dans la cuisine, une lampe à pétrole éclairait la vieille table de chêne, celle qui avait vu 3 générations de repas, de disputes et de silence. Paul Louis posa la photographie au centre de la table. Henri était assis dans son fauteuil près de la cheminée, voûte par ses 80 ans et la maladie qui le rongeait. Odile, de retour à la ferme depuis son veuvage, se tenait près de l'évier, les mains crispées sur le bord du comptoir. 3 tasses de café refroidissaient sur la table. Personne n'y avait touche. Paul Louis regarda l'image une dernière fois. Le couple Montfort au centre, souriant à elle objectif. Et sur le côté, Baptiste tenant un bébé avec une tendresse qui crevait le papier. Pourquoi suis-je dans les bras de Baptiste sur cette photo? Sa voix était calme, presque douce. Pas d'accusation, pas de colère. Juste une question simple que personne n'avait jamais osé poser en 30 ans. Le silence qui suivit fut assourdissant. On entendait le tic-tac de l'horloge murale, le craquement du bois dans la cheminée, le souffle difficile d'Henri. Le vieil homme ouvrit la bouche. Les mots anciens, répétés 1000 fois dans sa tête, tentèrent de sortir. Tu étais un bébé agite. Marguerite avait mal au dos. Baptiste a pris juste pour. Mais sa voix se brisa. Il regarda la photographie. Le visage de Baptiste fige dans le temps. Et quelque chose en lui effondra. C'est Odile qui parla la première. Elle porta la main à sa bouche, comme pour retenir quelque chose qui ne pouvait plus être retenu. Les larmes commencèrent à couler, silencieuses, profondes, venues d'un endroit qui était resté verrouillé pendant 3 décennies. Il était ton père, Paul Louis. Baptiste était ton père. Les mots tombèrent dans la pièce comme des pierres dans un puits. Paul Louis ne bougea pas. Quelque part au fond de lui, il avait toujours su. Mais entendre les mots à voix haute, était différent. Était comme si le sol sous ses pieds devenait enfin solide après une vie entière à flotter dans l'incertitude. « Et vous ?» demanda-t-il en regardant Odile. Elle ne put que hocher la tête, les sanglots s'échappant enfin. « Je suis ta mère. Je t'ai porte, je t'ai mis au monde, et on m'a arraché à toi. » Les mots jaillirent alors, comme un fleuve trop longtemps en digue. Odile raconta tout. L'amour dans les champs de bleu, les rendez-vous secrets dans la grange, la découverte de la grossesse, la terreur dans les yeux de Henri quand il avait appris. Elle raconta le mariage arrange à la hâte, le voyage force vers Périgueux, l'accouchement solitaire dans une maison étrangère. Et puis la sentence, le bébé restera ici, toi tu pars. Baptiste aurait pu s'en aller, dit-elle d'une voix brisée, trouver du travail ailleurs, refaire sa vie, mais il a choisi de rester. Pour toi, pour être près de toi, même si cela signifiait n'être que le domestique pour le reste de sa vie. Paul Louis ferma les yeux. Les souvenirs affluaient. Les parties de pêche au bord de la rivière.
Les lecons sur les étoiles. Le manga murmure quand personne n'écoutait. Les sanglots qu'il entendait la nuit depuis l'écurie. Il aimait, dit-il. Ce haine n'était pas une question. Plus que sa propre vie, répondit Odile. Henriet n'avait pas bougé de son fauteuil. Le vieil homme regardait la photographie comme s'il voyait un fantôme. Sa main tremblante se posa sur elle image. « J'y ai cru que je vous protégeais, murmura-t-il. Protéger le nom, protéger elle honneur. Dans notre temps, C était tout ce qui comptait. Les gens jasent, et quand les gens jasent, on est fini. J'y ai cru faire ce qu'il fallait. » Sa voix se brisa. Mais j'y ai détruit 3 vies pour sauver une réputation dont plus personne ne se souvient aujourd'hui. J'y ai volé à Baptiste le droit d'être appel père. J'y ai volé à Odile le droit d'être ta mère. Et je t'ai et volé à toi-même, Paul-Louis. Je t'ai et vole ton histoire. Il leva les yeux vers le jeune homme qu'il avait élève comme un fils, sans jamais réussir à l'aimer comme tel. Pardonne-moi. Pas pour moi. C'est trop tard pour moi. Mais pour Baptiste. Il méritait mieux. Il méritait de pouvoir te tenir dans ses bras sans avoir peur. Il méritait d'entendre ton nom, elle, appeler papa au moins une fois. Le silence retomba. Mais était un silence différent. Pas le silence lourd des secrets, mais le silence léger de ce qui a enfin été dit. Paul-Louis se leva. Il fit le tour de la table et s'arrêta devant Odile. Pendant un long moment, ils se regardèrent. La mère et le fils se parent pendant 30 ans par les conventions d'une époque révolue. Puis il la prit dans ses bras. Elle pleura contre son épaule, des années de larmes retenues qui s'échappaient enfin. Il la laissa pleurer, parce qu'il n'y avait rien à dire. Les mots auraient été insuffisants. Quand il se tourna vers Henri, le vieil homme avait les yeux fermes, le visage baigne de larmes. Paul-Louis s'approcha et posa la main sur l'épaule du patriarche. « Je ne vous pardonne pas, » dit-il doucement. « Pas encore. Peut-être un jour. Mais je comprends. Vous étiez un homme de votre temps, et votre temps était cruel pour ceux qui ne suivaient pas les règles. » Henri hocha la tête, incapable de parler, mais Baptiste, lui, mérite plus qu'un pardon. Il mérite d'être reconnu. Cette nuit-là, Paul-Louis ne dormit pas. Il resta assis à la table de la cuisine, la photographie devant lui, à contempler le visage de l'homme qu'il avait aimé en silence pendant 23 ans. Au petit matin, il prit une décision. Le petit cimetière de la commune S étendait sur une colline douce, à elle ombre un vieux chêne centenaire. C'était un de ces cimetières de campagne, où les morts reposent près des vivants, où les familles viennent le dimanche après la messe déposer des fleurs et murmurer des prières. Paul-Louis poussa le portail rouille et avança entre les tombes. Les plus anciennes, celles des familles notables, étaient en marbre blanc ornées de statues d'anges et d'inscriptions dorées. Les plus modestes étaient de simples croix de bois ou de fer, parfois sans nom. Celle de Baptiste était tout au fond, dans le coin réservé aux indigents et aux domestiques. Une croix de bois grise par les intempéries, penchée par les années. Aucun nom, aucune date, aucune fleur. Juste un rectangle de terre recouvert de mousse et d'herbes folles. Paul-Louis s'arrêta devant cette tombe anonyme. Dans ses mains, il tenait une plaque de chêne qu'il avait sculptée lui-même, dans son atelier d'Angoulême. Il avait travaillé dessus pendant 3 jours, choisissant le bois avec soin, taillant chaque lettre avec la précision que Baptiste lui avait apprise des années auparavant. Baptiste Reynaud, père aimant, 1905-1955. Il agenouilla sur la terre humide et fixa la plaque à la base de la croix. Le bois neuf contrastait avec le bois ancien, comme une promesse au milieu de l'oubli. Pendant un long moment, il resta là, immobile, à contempler le nom de son père enfin inscrit quelque part. « Tu savais que je te regardais, n'est-ce pas ?» murmura-t-il. « Chaque fois que tu me prenais dans tes bras, tu savais que je sentais quelque chose. Ces dimanches à la rivière, ces nuits où tu m'apprenais les étoiles. Tu m'aimais, et je ne comprenais pas pourquoi cet amour était si triste. » Il sortit la photographie de la poche de son manteau. La même image qui avait tout de clanche. Il la posa sur la terre, devant la plaque, le temps d'une prière silencieuse. « Je suis Paul-Louis Reynaud », dit-il à voix haute.
et je suis ton fils. Le vent d'automne souffla doucement, faisant bruisser les feuilles du vieux chêne. Paul-Louis eut l'impression, pendant une seconde, que quelqu'un lui répondait. Il reprit la photographie et la glissa contre son cœur, dans la poche intérieure de son manteau. Elle y resterait pour le voyage du retour, et pour tous les jours à venir. Henri mourut 3 semaines plus tard, paisiblement, dans le lit, où il était né 80 ans plus tôt. Ses derniers mots furent pour Paul-Louis. Dis à Baptiste que je regrette. Paul-Louis ne sut jamais s'il délirait, ou s'il était lucide. Peut-être les deux. On elle enterra dans le caveau familial, à Côte de Marguerite. Le cure dit les mots déusage, les voisins offrirent leurs condolences, et la vie reprit son cours dans le village. Odile resta à la ferme quelques mois, le temps de régler les affaires de succession. Un matin de printemps, elle vint trouver Paul-Louis dans la cour. « J'y ai quelque chose pour toi », dit-elle. Elle lui tendit une petite boîte en bois, usée par le temps. « Je l'ai trouvée dans les affaires de Baptiste après sa mort. Henri voulait la brûler, mais je l'ai cachée. Je pense qu'elle t'appartient. » Paul-Louis ouvrit la boîte. À l'intérieur, il y avait une mèche de cheveux de bèbe, un petit bouton de nacre et une feuille de papier pliée en 4. Était une lettre, écrite de la main maladroite de Baptiste. « Mon fils, si tu lis ces mots, c'est que la vérité a fini par sortir. Je ne sais pas quand ce sera, ni comment, mais je sais que les secrets ne restent jamais en terre pour toujours. Je veux que tu saches une chose. Pas un jour ne se passe sans que je pense à toi. Pas une nuit sans que je remercie le ciel de m'avoir permis de rester près de toi, même si c'était comme un étranger. Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée dans cette vie. Et même si je n'ai jamais pu te le dire, même si tu ne m'as jamais appelé papa, je t'aime comme seul un père peut t'aimer. Ne garde pas de rancune envers ceux qui ont pris ces décisions. Ils ont fait ce qu'ils croyaient juste, dans un monde qui ne pardonnait pas aux gens comme nous. Ta mère t'aime aussi, à sa façon, de loin, en silence. Vis ta vie, mon gars. Construis une famille. Aime sans avoir peur. Et si un jour tu as un fils, dis-lui que tu l'aimes. Dis-le à voix haute, tous les jours. C'est le seul regret que j'emporte avec moi. Ton père, Baptiste Paul-Louis, plia la lettre et la pressa contre son cœur. Les larmes coulaient sur ses joues, mais ce haine n'était pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de libération. Les années passèrent. Paul-Louis continua son métier de ébéniste, se maria avec une femme douce qui comprit son histoire sans le juger, eut 3 enfants qu'il aima à voix haute, tous les jours, comme Baptiste le lui avait demandé. Odile vécut encore 15 ans. Elle venait souvent à Angoulême, passer des après-midi avec ses petits-enfants, rattrapant le temps perdu. Elle mourut en 1977, sereine, ayant enfin connu la joie d'être grand-mère. Paul-Louis, enterra à Côte de Baptiste, dans le coin modeste du cimetière. Il ajouta une plaque sur sa tombe aussi. Odile Reynaud née Montfort, mère courageuse, 1910-1977. La photographie de 1932, restaurée et encadrée, occupe aujourd'hui une place d'honneur dans la maison familiale de Paul-Louis. Elle est accrochée dans le salon, près de la cheminée, là où tous les visiteurs peuvent la voir. Quand ses petits-enfants demandent qui sont les gens sur cette vieille image, Paul-Louis sourit et montre l'homme en chemise simple qui tient le bébé avec tant de tendresse. « C'est votre arrière-grand-père », dit-il. Il s'appelait Baptiste Reynaud. C'était un homme simple, un travailleur, quelqu'un que le monde avait décidé de rendre invisible. Mais il avait le cœur le plus grand que j'y ai jamais connu. Les enfants écoutent, fascinent, pendant que Paul-Louis raconte l'histoire. Pas la version honteuse que Henri voulait cacher, mais la vraie histoire. Celle d'un amour interdit dans une époque cruelle. Celle d'un père qui a choisi l'ombre pour rester près de son fils. Celle d'un secret qui a fini par libérer au lieu de détruire. Et quand le récit se termine, Paul-Louis ajoute toujours la même chose. N'oubliez jamais ceci, mes enfants. L'amour véritable ne se mesure pas aux mots qu'on prononce ni aux titres qu'on porte. Il se mesure au sacrifice qu'on est prêt à faire pour ceux qu'on aime. Baptiste a sacrifié sa vie entière pour pouvoir me voir grandir. Et c'est le plus beau cadeau qu'un père puisse faire à son fils.
La photographie reste là, témoin silencieux d'une époque révolue. Mais ce qu'elle raconte est éternel. Car dans ce rectangle de papier jauni, on voit encore le regard d'un homme qui contemplait son enfant avec tout l'amour du monde. Et cet amour-là, aucun silence ne pourra jamais l'effacer. Au moment de refermer cette histoire, rappelons-nous que même dans une histoire fictionnelle, les silences d'hier ressemblent souvent aux nôtres. Ceux que l'on garde par peur, par honte ou par amour. La vie nous montre que le courage n'est pas toujours dans les gestes héroïques, mais dans la vérité que l'on ose enfin dire ou entendre. Et parfois, reconnaître une douleur qui a été tue pendant des années, c'est déjà commencer à la guérir. Et vous, qu'est-ce que cette histoire vous fait ressentir? Avez-vous déjà vu dans votre famille un silence qui parlait plus fort que les mots? Croyez-vous que l'amour peut survivre même lorsqu'il n'a jamais eu le droit d'exister au grand jour? Si vous êtes resté ici jusqu'à la fin, écrivez dans les commentaires le mot « révélation » pour que je sache que vous m'avez accompagné jusqu'au dernier pas de ce récit. Dites-moi aussi de quelle ville vous venez. Et si vous le souhaitez, partagez une histoire ancienne de vos parents, grands-parents ou arrière-grands-parents. Ces récits du passé inspirent souvent de nouvelles histoires pour notre chaîne. Et je vous en remercie profondément. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, d'activer la cloche et de partager ce récit autour de vous. Et si vous voulez continuer ce voyage, cliquez sur les cartes à la fin pour découvrir les prochaines histoires. Merci d'être là, et à très bientôt pour un nouveau récit.